Alors go, à mon avis, c'est à ce moment-là que tu peux te lancer sur une autre plateforme. Toujours, comme je te le dis, été mauvais élève et puis j'aimais pas à l'école. Des trolls sur Internet, il y en a partout. Moi, je trouve que c'est une révolution du net, quoi. Un peu comme quand Internet est sorti. Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Hello Andrea, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast Media Game. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va super bien. Moi aussi, je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Très flattée. Je crois que c'est un des premiers que tu fais, non ? Exactement, c'est le tout premier. Waouh, quel honneur. J'espère que que tu en auras plein d'autres par la suite et que ça va te donner goût justement à prendre la parole et à partager toute ton expérience. Il y a plein de sujets que je veux traiter avec toi. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Andrea Kruk-Telouk, j'ai 29 ans. J'ai pas mal de vie à mon actif, mais notamment 10 ans d'entrepreneuriat et je suis la fondatrice depuis 5 ans de l'agence My Andrea, qui est une agence du coup de communication digitale. Ok. C'était quoi toi ton rêve quand tu étais gosse ? Écoute, moi, mon rêve quand j'étais gosse, c'était de monter un restaurant. Voilà, j'avais Ah, vraiment comme j'adore. ambition, c'était mon envie. J'adorais la nourriture, ça n'a pas changé, et puis j'adorais les gens. Ça me permettait de faire un peu des deux. Ok. Et t'as monté un restaurant alors ? Alors, j'ai pas monté un restaurant. Écoute, finalement, c'est pas plus mal puisque je suis maman de 2 enfants, donc ça aurait été compliqué. Oui. Mais non, j'ai failli monter un bar à vin et puis justement, je me suis mis dans la com digitale au dernier moment. Ok. Toi, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, t'as fait pas mal de choses. Tu as un parcours qui est assez atypique et finalement, rien ne portait à croire que tu allais finir CEO d'une agence. Tu peux nous parler un peu de ton parcours justement ? Ouais, exactement. Faut savoir que moi, j'étais très mauvaise élève. Oh. J'étais vraiment un cancre. J'étais vraiment, voilà, j'étais pas bonne et les professeurs se gênaient pas pour me le dire. Donc voilà, Ah donc ouais, carrément. moi, c'est vrai que j'étais pas hyper ambitieuse. En tout cas, j'avais pas pour ambition de faire un métier qui allait me rapporter beaucoup ou en tout cas où j'allais avoir un gros poste, mais plutôt de faire un boulot où j'allais être heureuse, d'où le fait d'avoir eu envie de monter un restaurant. Mais donc voilà, j'ai un parcours un peu atypique. Je me suis arrêtée quasiment au bac puisque j'ai fait une école de commerce en spécialité tourisme, mais ça a duré 6 mois. Euh, Pourquoi ? Pourquoi ça a duré 6 mois? Ouais, t'es partie ? Parce parce que au final, j'ai été en fait, j'étais à La Rochelle du coup et il y a eu une offre d'emploi à Paris pour être, alors à la base je savais pas le poste, mais en fait il s'avérait que c'était directrice commerciale d'une boîte dans l'événementiel. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais passer, je descends sur Paris, je vais faire la rencontre en fait avec la boss, et puis on va voir ce qu'il en est. Ça va me permettre de me former à faire des entretiens d'embauche. Et puis Ok. au final, en fait, j'ai été prise. Incroyable mais vrai. J'ai été prise et du coup, j'ai lâché mes études et je suis revenue à Paris et voilà, j'ai bossé en tant que directrice commerciale pour cette boîte 1 an. Ça a été très très dur. Ça a été Mais beaucoup beaucoup de travail. qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises: «OK, j'arrête mes études» parce que, tu vois, enfin, j'imagine qu'il y a un peu, en tout cas à ce moment-là, tu te dis: «Ouais, vas-y, il y a la sécurité du diplôme à la fin, sait-on jamais, au moins je peux le présenter». Toi, tu avais vraiment cette appétence pour le concret, pour le terrain? Ouais, moi, je voulais bosser. J'ai toujours, comme je te le dis, été mauvaise élève et puis j'aimais pas l'école. Parce que si tu veux, on OK. m'a tellement dit que j'étais une naze, bonne à rien, que l'école, c'était pas trop mon truc. Pour te dire, je me suis fait virer de pas mal d'écoles. On dirait pas Mais comme non! ça, mais si, je te jure, la petite blonde qui se faisait virer des établissements et personne ne voulait de moi. Et puis au final, en fait, je suis rentrée dans une école en seconde et j'ai un prof qui m'a vraiment aidée et qui m'a aidée à croire en moi. Et grâce à lui, j'ai eu mon bac finalement avec mention, comme quoi personne n'y aurait cru, même mes parents. Ouais, ah génial. Et donc La voilà, du coup, je revanche. me suis ouais, la revanche un peu. Et du coup, je me suis lancée dans une école de commerce, mais un peu par dépit, tu vois. Je l'ai fait parce que c'était le schéma
logique. Tout le monde fait ce schéma de voilà, on a son bac, après on fait une école supérieure. Mais au final, c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que j'aimais. J'étais hyper malheureuse. C'était une bonne école, les gens étaient sympas, mais j'étais très très malheureuse. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. Donc finalement, quand j'ai eu ce boulot, ça a été une très belle opportunité pour moi. Et au final, heureusement, parce que tout ce que j'ai fait après, ça a été des choses compliquées. Si tu veux, mes boulots ont été très différents, mais ils ont un point commun, c'est que ça demandait énormément de travail. J'étais pas juste commerciale. En vrai, je faisais beaucoup plus. Et chaque boulot que j'ai fait demandait vraiment de travailler énormément. Mais c'est Donc, ce que j'aime, ça me passionne. ouais. Et donc là, tu étais directrice commerciale. Tu as fait quoi d'autre comme boulot? Parce que tu dis que tu as fait plein de choses différentes. J'ai fait plein de trucs. En fait, ouais, j'avais envie de bosser, j'avais envie de faire des sous. Alors des sous pour vivre, hein, pas des sous forcément pour gagner des milliers et des cents. Comme je te le disais, c'était pas forcément mon ambition. Mais en tout cas, j'avais besoin de payer comme tout le monde mon loyer, mes factures, etc. Et du coup, j'ai fait directrice commerciale. J'ai dans l'événementiel. Après, j'ai été il me semble dans la restauration. J'ai bossé en tant que serveuse. J'ai bossé chez Starbucks parce que j'avais comme ambition de monter une franchise. Et à l'époque, pour monter une franchise, il fallait commencer par bosser là-bas. Donc, j'ai Ouais. fait 6 mois. J'ai eu la chance de rencontrer le patron de Begelstein. Je me suis posée là-dessus pour fonder une franchise Begelstein. Donc, c'était Ouais, génial, vraiment, tu avais vraiment. déjà une appétence pour tout ce qui touchait Ouais, au domaine de la j'avais food. Ouais, exactement. Et puis après, j'ai été dans une boîte où en fait, ils s'occupaient des Airbnb, qui est une boîte d'ailleurs qui a monté en flèche, mais qui à l'époque venait de naître. Et en fait, je m'occupais d'accueillir les gens, de faire le SAV. Enfin voilà, tu vois, c'était vraiment des petits jobs. Mmh. Et pourquoi à chaque fois, ça a pas abouti? Pourquoi t'es pas allé au bout? Tu vois, par exemple, tu parlais de Starbucks. Pourquoi t'es resté que 6 mois? Pourquoi t'as pas poursuivi par la suite? Ça te plaisait pas? Ouais, exactement. Putain, on va tout balancer ici, c'est n'importe quoi. Bah, je te pose la question, hein, tu pas obligé d'y répondre, hein. Non, 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 je vais te répondre avec plaisir. Parce qu'en fait, je te le disais, le point commun de tous ces jobs, c'est qu'en fait, ils étaient pas très sympas, tu vois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est génial parce que c'est quelque chose que je refais pas aujourd'hui avec mes équipes. Je Mmh. m'explique, c'est-à-dire que vraiment, tu étais payé 800 euros par mois et tu bossais jour et nuit. Moi, dans mon premier job en tant que directrice commerciale, il m'arrivait de dormir 4 heures dans ma voiture parce que j'avais que 4 heures pour dormir. Je finissais les services, il était 4 heures du mat parce que je faisais un peu d'événementiel et puis je reprenais le matin pour faire les petits déjeuners à 5 heures du matin. Enfin, tu vois, ça me laissait très, très peu de temps pour dormir. Mmh. Pareil, Starbucks, c'était très, très dur au final. Il n'y avait pas cette relation humaine qu'on imagine au sein de Starbucks. Et puis pareil, quand j'ai bossé du coup avec la boîte qui s'occupait des Airbnb, c'était sympa au final en vrai de s'occuper du SAV. Mais au niveau de la gestion humaine, c'était des gens qui me demandaient de bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'être vraiment dépendant d'eux et je te dis Mmh. d'être payé extrêmement mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, malheureusement, je ne pouvais pas perdurer. Et tant mieux au final, puisque ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui et puis à être ouais, être un peu une battante parce que c'était des boulots qui étaient vraiment très durs, hein. Je te passerai les détails, mais Ouais. Non, ça mais demandait je connais aussi, j'ai beaucoup passé, j'ai travaillé très longtemps dans la restauration et ça me parle tout ce que tu me dis. ouais. Et du coup, comment tu en es venue à démarrer en fait, l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as commencé direct à monter ton agence, de communication ou Alors non, pas du tout et c'est pour ça que je te dis en fait et c'est un truc que j'ai vachement appris dans la vie, c'est qu'en fait de chaque galère qui arrive dans ta vie, bah, finalement, tu le vois pas tout de suite, mais après tu vas en tirer des leçons. Heu, Moi du coup, j'ai commencé à être auto-entrepreneur un peu par dépit parce que justement une boîte qui voulait bosser avec moi ne pouvait pas me prendre en CDI et c'était les tout débuts, à l'époque, il y a 10 ans, on entendait très peu parler des micro-entreprises. Et donc, je me suis mis à mon compte pour eux en auto-entreprise. Et puis finalement, quand j'ai arrêté, je me suis lancée dans la com digitale. Et donc finalement, j'ai gardé ce statut. Mais non, j'ai été 8 ans auto-entrepreneur dans la com digitale. Et puis après, j'ai monté l'agence My Andrea. Ça s'est un peu fait naturellement. OK. OK, OK. Et pourquoi la communication? Pourquoi la communication? Alors moi, je suis vraiment sur la communication digitale, hein. Alors déjà, j'adore ça.
aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, il y a 8 ans, j'ai rencontré mon mari. Je savais pas que ça allait être mon mari, hein. Et il m'a briefé, en fait, il m'a vachement expliqué ce que c'était que la com digitale. Il me voyait utiliser Instagram tous les jours et il me disait putain, mais il faut que tu en fasses ton métier, en fait. Tu l'utilises tout le temps, autant en gagner de l'oseille le temps que tu passes en fait dessus, autant que ça te rapporte de l'argent. Et donc lui était déjà pas mal dans la communication digitale. Et du coup, il m'a formée. Il m'a briefé, il m'a expliqué comment ça marchait, il m'a expliqué comment créer des communautés. Et du coup, je me suis lancée dedans, je me suis auto-formée. Euh, j'ai eu des entreprises qui ont commencé à me laisser ma chance, à bosser avec moi. Et voilà. Et du coup, je me suis mis là-dedans et je suis tombée complètement folle amoureuse. Et aujourd'hui, je Alors, suis complètement addict. Ouais. plusieurs questions. Première question, tu parles de communauté. Pour toi, c'est quoi une communauté, justement? Alors pour moi, une communauté, c'est des gens qui vont avoir une passion commune, aussi bien pour un service, qu'une personnalité, qu'un mode de vie, mais en tout cas une passion commune et qu'on va pouvoir engager autour de cette passion commune. Donc les faire discuter, échanger ensemble autour de cette passion. Pour moi, c'est ça une communauté. Ok. Et comment est-ce que tu as appris justement à construire une communauté? C'est quoi un peu les bases d'une communauté? C'est une bonne question. Comment j'ai appris? Non, parce que j'ai envie de te dire, j'ai un peu appris sur le tas, tu vois. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment mes années d'expérience. C'est d'essayer des choses, c'est de tester des choses qui m'ont appris à créer des communautés. Maintenant, je pense aujourd'hui, avec le recul, que la base pour créer une communauté, ça va être de créer en amont une stratégie. Donc, c'est-à-dire de se mettre à la place des personnes qu'on a envie d'engager et de se dire, OK, qu'est-ce que cette personne, elle aime? Comment elle va utiliser les réseaux sociaux? Et du coup, par rapport à ça, comment je vais lui envoyer des messages qui vont faire qu'elle y réponde? Mais en tout cas, pour moi, effectivement, la base pour créer une communauté, c'est vraiment de se poser en amont et de créer une vraie stratégie, voilà, pour permettre à justement d'engager cette communauté. Et puis à côté de ça, après, ça va être vraiment d'engager avec elle. Ok. Comment t'engages avec elle justement au quotidien? Et ben alors tu leur réponds, tu leur poses des questions, tu vas faire des likes, quelque chose qui me semble que tu connais bien, Marion. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que c'est mon sujet. Après, bon, je vais avoir aussi ton œil, toi, d'experte en tant qu'agence de communication aussi. Ça fait quoi? Ça fait plusieurs années que t'es dessus. Et puis sûrement, tu as dû voir aussi l'évolution parce que Mmh. créer une communauté il y a 10 ans versus maintenant, les codes sont pas les mêmes. La stratégie, elle a évolué. Enfin, tu vois, je pense Bah alors que c'est beaucoup plus dur en fait aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait moins d'entreprises sur les réseaux sociaux. Euh, il y avait plus place à certaines dérives, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré, on le sait. Meta, ils sont beaucoup plus... Enfin, Meta et les autres plateformes d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus cadrés. Donc, effectivement, engager une communauté, c'est vachement dur aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est vraiment c'est mettre en place plusieurs actions en même temps. C'est-à-dire vraiment cette stratégie de positionnement qui va être de se dire encore une fois, qu'est-ce qu'attend comme message la personne euh, auquel j'ai envie de parler. Et puis à côté de ça, de faire tout ce qui va être la modération, donc de répondre à leurs messages en privé, sous les posts. Ça va être ces deux actions, envoyer le bon message et puis interagir avec eux. Et d'ailleurs, tu parlais de Meta, donc Meta, c'est Facebook et Instagram. Euh, Toi, comment est-ce que tu aides tes clients dans leur stratégie sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu leur dis, OK, il faut aller que sur Instagram et sur Facebook, ou est-ce qu'il y a une analyse qui est faite pour savoir si, je sais pas, Twitter, c'est un bon canal d'acquisition, peut-être que TikTok aussi. Enfin, est-ce qu'il y a, tu vois, toute une, ouais, j'allais dire une démarche, une stratégie en ce sens?
Ouais, alors c'est une super question et en fait, c'est assez chouette parce que nous, chez My Andrea, c'est notre spécialité. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment spécialisé là-dedans, sur le fait de se dire: «OK, les entreprises qui nous contactent, elles ont, en général 2 grosses problématiques qui vont être l'augmentation de leur chiffre d'affaires en ligne et ou l'augmentation de leur notoriété en ligne». Et du coup, en fait, souvent les clients, ils ont envie de se mettre partout en se disant: «Ah bah TikTok, c'est à la mode, donc faudrait se mettre dessus», et cetera. Et en fait, moi, je pense que ça sert à rien de se mettre partout parce qu'en fait, tu vas mettre ton énergie un petit peu partout, tu vas mettre ton argent un petit peu partout et du coup, tu vas être moyen partout. Alors que nous, ce Mmh. qu'on veut, c'est devenir le leader sur une plateforme, devenir le numéro un dans notre secteur d'activité. Donc, ce qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va étudier encore une fois le persona de la personne qu'on a envie de toucher, c'est-à-dire euh, quel est son âge, quelle est sa CSP, est-ce que c'est une femme, un homme, et comment elle utilise les réseaux sociaux. Et du coup, par rapport à ça, on va dire, ben voilà, si c'est une femme entre 20 ans et 35 ans, plutôt parisienne, voilà où on va se mettre. Mais en tout cas, on va OK. sélectionner plutôt un à deux réseaux et on va se positionner dessus, pas plus. 1 à 2 réseaux. OK, ça marche. En tout Ouais, cas, au c'est vrai que c'est un bon démarrage, tu point. vois. Mmh. Et à quel moment est-ce que tu te dis que, tu es suffisamment «leader» entre guillemets, du réseau sur lequel tu t'es développé de base? Et à quel moment est-ce que, tu te dis: «C'est OK de switcher sur un autre réseau»? En vrai, c'est une enfin, je te pose la question parce que, par exemple, nous, nous, on focalise nos efforts sur 2 plateformes, LinkedIn et Instagram. Ouais. LinkedIn parce que c'est un réseau, professionnel et qu'aujourd'hui, c'est une grosse partie, de nos leads qui proviennent, de ce réseau. Et Instagram parce que un peu comme toi, moi, Instagram, je suis une grosse consommatrice et qu'en plus Instagram, c'est notre plus enfin, c'est ce qu'on vend le plus, tu vois? Donc c'est un peu bizarre de pas être présent sur la plateforme que tu vends le plus. Après, c'est pas pour autant qu'on fait les choses mieux que les autres, mais tu vois, ça, je trouve que ça a son importance aussi d'y être présent. Euh, bon, qu'on se le dise, on maîtrise quand même beaucoup mieux la communication sur LinkedIn. Je pense qu'on n'est pas mauvais non plus sur Instagram parce que ça nous génère des leads et qu'il y a plein de personnes qui nous découvrent comme ça et qui après, tu vois, switch sur LinkedIn, switch sur la newsletter, enfin bref, voilà. Et tu vois, la dernière fois, je me suis dit, bah, par exemple, en ce moment, on est forcément, hein, tu sais, le format qui est hyper intéressant sur Instagram, c'est les réels parce que ça te permet de toucher une audience qui est pas forcément abonnée à ton contenu. Et comme le format réel est déjà créé, tu vois, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, on peut réutiliser ce contenu et le mettre sur TikTok et on verra bien», tu vois? Donc ça nécessite pas beaucoup plus d'efforts. Il y a pas une vraie stratégie derrière TikTok. Donc tu vois, on a ouvert le compte et vraiment, pour l'instant, c'est juste un copier-coller, juste des réels qu'on a sur Instagram. J'ai pas encore suffisamment de recul sur la chose pour savoir si c'est une bonne chose ou pas, mais tu vois, je voulais avoir ton avis là-dessus. Tu vois, à quel moment est-ce que tu te dis que c'est bon, tu peux switcher sur un autre enfin, tu peux en tout cas, développer d'autres réseaux sociaux? Bah, alors là, en tout cas, sur ta problématique à toi, je trouve que c'est hyper intéressant et que pour moi, tu as la bonne approche. C'est-à-dire que le contenu, de toute façon, il est créé. Donc autant le lancer sur TikTok pour mesurer un petit peu déjà ce qui se passe. Heu et puis après, tu adapteras vraiment une stratégie parce qu'on sait que TikTok, l'utilisation et la présence n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que sur Ouais, Instagram, par exemple, ça va te demander d'être bien moins, présent, mais avoir du contenu beaucoup plus qualitatif. Sur TikTok, il va falloir être beaucoup plus présent. Donc, en tout cas, il faudra réadapter une stratégie. Maintenant, en tout cas, toi, effectivement, vu que ton contenu était créé, c'est intéressant de le poster. On n'est jamais de toute façon leader. En vrai, on n'est jamais vraiment leader parce que tu vois, tu t'améliores à chaque fois parce que la concurrence, elle est jamais bien loin. Moi, je trouve que tu peux aller sur une autre plateforme déjà quand financièrement tu le peux, parce qu'en Mmh, fait, voilà, il faut se rappeler que toutes ces entités-là, ce sont des entreprises. Et quand, en tant qu'entreprise, tu veux te mettre sur un réseau, il faut que tu investisses, notamment ouais, en publicité, notamment en énergie. Enfin, aujourd'hui, ça devient dur de te mettre sur un réseau sans investir de budget publicitaire. Donc, il faut OK. avoir les moyens financiers. Et à côté de ça, il faut que tes autres plateformes, entre guillemets, elles roulent. C'est-à-dire, tu as une charte définie, tu as une communication qui est récurrente, tu as un flux d'abonnés qui arrive relativement rapidement à un bon rythme. Enfin, si tu veux, à partir du moment où tu es stable sur tes plateformes et que tu as la possibilité financière de te lancer sur une autre plateforme, alors go. À mon avis, c'est à ce moment-là que tu peux te lancer sur une autre plateforme.
OK. Et vous, chez My Andrea, c'est quoi votre stratégie justement sur les réseaux sociaux? Parce qu'on dit souvent que on, on sert bien nos clients, mais pour nous-mêmes, on a un peu plus de mal. Je pense que c'est très vrai Ouais, et ça l'est aussi beaucoup dans la ouais, communication. Comment est-ce que complètement. vous le gérez, vous? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés. Nous, on a une stratégie où on a du contenu, on est présent. Maintenant, on est sur une stratégie qui va pas être une stratégie de notoriété aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, notre besoin, c'est pas d'avoir 20 000 abonnés, 2 000 likes par post, c'est pas ça notre stratégie. J'ai plus en tête d'avoir une stratégie de présence où on va rassurer nos prospects. OK. C'est-à-dire qu'on va montrer nos résultats, on va montrer nos clients et demain, si quelqu'un est intéressé pour travailler avec nous, ils vont aller voir nos réseaux et effectivement, ils vont se dire: «Ah bah chouette, c'est ça dont j'ai envie. C'est avec cette team que j'ai envie de bosser ou c'est ces résultats que je veux avoir». Donc voilà, aujourd'hui, notre stratégie, elle est plutôt là-dessus. On prend quand même le temps d'avoir une communication relativement régulière, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne reflète pas notre travail qu'on a Ouais. avec nos clients. Ça, c'est sûr, tu as tout à fait raison, Marion. Et dis-moi par rapport aux clients que vous avez, est-ce qu'il y a un secteur que vous accompagnez plus que les autres? Je sais pas, par exemple, tu me parlais, de ton appétence avec la food. Est-ce que, c'est un secteur que vous servez beaucoup ou vous touchez n'importe qui? Alors non, la food pas spécialement puisque, pas spécialement, on est un peu partout. On a effectivement pas mal de spiritueux. J'aime bien le vin OK. aussi. Ah. Là, c'est plutôt de la bière, mais on va pas mal C'est avec c'est les c'est oui. pas d'ailleurs, ton nom, Instagram, perso, Même il y a Life une and petite Wine. mention, Bah, ouais. je sais pas si je t'ai dit, mais le restaurant que je devais faire où j'étais avec une associée, c'était un bar à vin. Moi, j'ai fait une association de spiritueux, donc oui, tout ça, c'est un peu ma came. Mais non, même si effectivement on a des secteurs qu'on traite plus que d'autres, c'est hyper divers et varié. On a la chance aujourd'hui de pouvoir choisir les entreprises avec lesquelles on travaille. Et Mmh. ça va pas tellement être par rapport au domaine d'activité, ça va être plus par rapport à, OK, bah, eux, on sait qu'on peut les aider à évoluer. Il y a effectivement Mmh. une marge de manœuvre importante, donc on va y aller. Ou alors parce que le courant passe bien, mais non, on n'a pas de secteur en particulier, on est aussi bien sur du B2B que du B2C. Heu, voilà, non, c'est très divers et varié et c'est ça OK. qui est On cool. parle on parlait de vin, tu plutôt quoi? Vin blanc, vin rouge, rosé? Ah, c'est trop dur. Arrête, tu peux pas me demander ce choix-là. Bah, tant que c'est pas du champagne, non, non, toutes les couleurs, tout me va. OK, 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 ça marche. Hem, Tu parlais tout à l'heure de donc tu as 2 enfants. Comment est-ce qu'on déjà, en tant que femme, gérer une boîte, c'est quoi au quotidien? Qu'est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des moments qui sont compliqués? Comment est-ce que tu le vis? Gérer une boîte, de toute façon, en tant que femme dans le milieu professionnel, c'est toujours compliqué. Je pense que, rares sont les femmes qui ne se sont pas retrouvées face à des difficultés, dans la vie, professionnelle. Alors, en tant qu'entrepreneuse, c'est encore plus compliqué. Mmh. Parce que tu te retrouves face à plein de problématiques, que tu connais sûrement, qui sont le fait qu'on puisse être minimisé, qu'on puisse, avoir des clients qui vont venir vers nous parce qu'ils vont plutôt penser, que c'est chouette de travailler avec une nana et puis là, en plus, dans ma boîte, il y en a plusieurs donc si tu veux, c'est d'autant plus alléchant. Il y a plein de problématiques effectivement, malheureusement, lié au fait qu'on soit une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est un sujet d'ailleurs dont j'aimerais, et j'espère Marion et je pense que c'est ta volonté, en parler, encore plus Ouais. parce qu'il faut effectivement, dire que c'est possible. C'est pas parce qu'on est une femme, qu'on peut pas y arriver et il faut lever la tête bien haut. C'est pas facile mais faut le faire. Après, ouais, tu as la récompense à la fin de pouvoir faire, entre guillemets, «ce que tu veux», en tout cas avec ta vision à toi, avoir l'équipe, que tu veux. Et effectivement, tout à l'heure, tu disais que, tu es entourée beaucoup de femmes. C'est vrai que chez My Andrea, il y a quoi? Il y a que des meufs, non?
Alors, il y a pas que des meufs. Il y a Ah! pas que Ah des meufs. bon? Il y a Où sont quelques les hommes? garçons. Il y a quelques hommes, mais ils sont plus discrets. Et alors, tu sais, c'est marrant parce que donc Romane, qui est ma partenaire, qui a quasiment lancé My Andrea avec moi et qui m'accompagne, j'ai beaucoup de chance sur cette aventure. Elle rigolerait là-dessus parce que quand elle est venue du coup me rejoindre il y a 4 ans, je lui disais, tu sais, moi, Romane, je veux vraiment pas que ce soit une boîte de nana. Parce que je sais comme c'est compliqué pour des femmes dans ce milieu-là, et d'autant plus dans la partie communication digitale, Ouais. on peut vite avoir cette apparence de petite blogueuse, tu vois, petite influenceuse. Et c'est pas du tout ce que je voulais pour l'entreprise. Donc je lui dis non, moi je veux une boîte de mecs. Et puis voilà, je tapais sur la table comme ça, je disais moi je veux des mecs. Et puis au final, bah voilà, on est que des femmes. Parce que pour moi, c'était vraiment les personnes qui étaient les plus expertes dans leur domaine d'activité. Donc voilà. Et Et puis c'est chouette. comment comment tu les as trouvées justement, toutes ces personnes qui travaillent, avec toi? Le recrutement, comment ça s'est passé? Et ben écoute, beaucoup de cooptation. La plupart, c'est des cooptations, voilà, d'amis, beaucoup Romane d'ailleurs qui m'a apporté, son cercle d'amis, de connaissances, et Mmh. puis après sinon, du casting, notamment sur Malte, qui est une plateforme que OK. j'affectionne beaucoup. OK et donc on le disait, tu as 2 enfants et tu as vécu, tes 2 grossesses, si je dis pas de bêtises, pendant, le développement, de My Andrea. Ça Ouais, s'est bien passé? exactement. 2 Super grossesses, mamie? très, très différentes, puisque la première, j'étais pas vraiment prête. J'étais un peu innocente. Moi, j'ai eu ma première fille, j'étais très jeune, j'avais 22, 23 ans. OK. Et du coup, toute heureuse, je vais annoncer ma grossesse à mes clients. Et en fait, je m'attendais pas du tout à que ça se passe comme ça, mais en fait, ils m'ont tous lâché. Je me suis retrouvée, j'avais plus qu'un seul client. Ils m'ont tous lâché en apprenant parce que, et je les comprends, ils avaient peur en fait que leur communication s'arrête. Et du coup, ça a Ouais. été très très dur. Je me suis retrouvée à la maison, à devoir gérer mon enfant, à devoir chercher des clients. C'était Mmh. sincèrement très compliqué. Je le souhaite à personne. Mais comme je te le disais tout à l'heure, de chaque galère, t'en tires des leçons. Et en fait, pour ma deuxième grossesse, j'en suis vraiment sortie plus forte. Pour ma deuxième grossesse, ce qui se passe, c'est que déjà, malheureusement, j'ai dû cacher ma grossesse Ouais. jusqu'à la fin. C'est-à-dire que mes clients ont appris que j'avais un enfant, je crois, le lendemain de ma grossesse, de mon accouchement, je veux dire. Et puis voilà, j'avais préparé vraiment une team derrière qui était prête, qui m'accompagnait, qui était hyper douée, hyper fidèle, et ça s'est bien passé. Maintenant, je te cache pas que c'est très très compliqué, hein. C'est un vrai challenge. Avoir des enfants quand tu lances une boîte, Mmh. c'est chaud. Moi, j'ai pas lâché mon travail. C'est-à-dire qu'en plus, à mon époque, il y avait pas de congé encore maternité pour les auto-entrepreneuses. Donc, j'ai pas pu m'arrêter. Je bossais, j'étais en train d'accoucher, que j'étais avec mon téléphone en train de faire des mails, et le lendemain, mon mari en était malade, mais bon, il me connaissait. J'étais Ouais. avec mon ordi en train d'allaiter mon petit. Mais à côté de ça, euh, si demain j'avais à le refaire, je le ferais pareil. Donc je sais que ça va horrifier certains parents, mais moi j'étais OK avec moi-même. Je vivais Mmh. mes deux passions au même moment, c'est-à-dire que je vivais l'ascension entre guillemets de ma boîte, puisque c'était le moment où ça se passait vraiment très bien pour moi, du coup sur ma deuxième grossesse. Et puis à côté de ça, je vivais la naissance de mon fils, et mes enfants, c'est absolument toute ma vie. Euh, Mmh. donc voilà, c'est Et très compliqué, mais génial en mais même temps. il y a quand même eu une différence entre ta première et ta deuxième grossesse aussi, dans le sens où, ta deuxième grossesse, j'imagine que tu avais déjà une équipe qui était un petit peu plus en C'est place ça, et plus à même, de prendre le relais, pendant X temps. c'est Alors qu'à ça. la première grossesse, tu étais quoi? Peut-être pas J'étais quasiment toute seule. seule, mais ah, tu Si, étais si, vraiment j'étais seule? seule. Ah ouais, ma Ouais. première grossesse, j'étais seule, puisque je m'étais pas encore entourée. J'avais encore à l'époque un peu peur de m'entourer, si tu veux, de grossir. J'étais pas encore forcément prête. C'était il y a 5 ans, en fait. Donc Mmh. c'était juste j'ai monté la société My Andrea juste à ce moment-là, en fait, parce que le seul client, du coup, qui m'avait pas lâchée au moment où j'étais enceinte, c'est finalement la même personne qui m'a incubée au sein de sa holding. OK. C'était un petit peu compliqué. Mais en fait, voilà, il m'a pris entre guillemets un peu. Il m'a dit non, mais moi, je crois vraiment en toi. Viens, on,
on monte une structure ensemble. Au final, j'ai racheté l'intégralité là il y a plusieurs années des parts de MyAndrea, donc je suis vraiment seule à la direction de ma boîte. Mais à l'époque, il m'a incubée. Et donc oui, Et j'étais toute seule. Oui. ça t'a aidé justement qui t'incube au sein de sa boîte? Ah, on se dit vraiment tout ici, hein. Ah, ah, non, Non, c'est une non, je vraie rigole. question. En vrai, je me pose la question parce que tu vois, maintenant, je trouve qu'il y a plein de formes différentes aujourd'hui pour se faire accompagner. Tu vas avoir le format formation, tu vas avoir le format coaching, tu vas avoir les incubations. Enfin, tu vois, après, bon, bien évidemment, il y a différents formats et après, il y a aussi les différents interlocuteurs que tu vas avoir. Mais voilà, c'était une question. Non, 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 mais pour répondre à ta question, sincèrement, oui, bien sûr que ça m'a aidée, puisque sans ça, je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage d'embaucher, notamment. C'est vrai que Mm. la holding m'apportait la sécurité de pouvoir potentiellement avoir des comptes qui n'étaient pas au beau fixe, tu vois. Mm. Donc de pouvoir embaucher sans stress, de pouvoir avoir des bureaux sans stress, de pouvoir avoir un comptable qui était hyper performant, qui m'accompagnait. Donc, bien sûr que cette holding, elle m'a aidée. Elle m'a aidée à mon lancement et même si ça n'a pas toujours été simple à certains moments, ça m'a vraiment aidée à lancer et je leur en suis vraiment reconnaissant. Donc, non, non, la holding, c'est un bon schéma. Maintenant, je pense qu'il faut bien le dealer au début. Moi, je l'avais pas vraiment bien dealé au début. C'est pour ça que j'en suis ressortie. Mais non, en tout cas, ça m'a vraiment aidé effectivement à me lancer sereinement euh, dans le fait de monter une vraie structure avec des équipes. Ok. Bon, au moins c'est clair. Et aujourd'hui, t'es toute seule sur MyAndrea? Ah non, aujourd'hui, on est une dizaine. Donc voilà, Au, nous, on est sous. au capital, je voulais dire, pardon. Ah, au capital, oui. Alors, je suis seule au capital. J'ai Julien, du coup, mon mari, qui a 5% de la société, mais on est seul. Ok, ça marche. Et on parlait de Julien, donc ton mari. Lui, il a aussi une belle communauté sur les réseaux sociaux, quasiment 100 000. Toi, sur ton compte perso, tu as aussi une petite communauté sympa. Tu as plus de 10 000, il me semble. C'est quoi déjà, c'est un peu inné chez vous de développer des communautés. C'est quoi vos secrets, vos bonnes pratiques Ouais, comment est-ce qu'on fait pour se créer une audience? Après, j'imagine qu'entre Julien et toi, il y a une utilisation et un objectif qui est différent, mais si tu peux nous en parler. Ouais. Alors, Julien, lui, c'est vrai que du coup, il bénéficie pas mal de sa visibilité, que ça soit parce qu'il est présentateur à la télé, il est présentateur à la radio depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai que je pense que ça a pas mal aidé, pas le cacher, à faire augmenter, si tu veux, son audience sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est pas tout, parce qu'une audience, ça se travaille vraiment. Et encore une fois, c'est un sujet que tu connais bien, mais ça se Mm. travaille vraiment. Et je pense que Julien, il se remet tout le temps en question et il crée des nouvelles stratégies en permanence pour mesurer ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Je parlais des vidéos qui sont très dans l'air du temps, TikTok notamment qui est très dans l'air du temps. Donc voilà, c'est vrai qu'il va essayer de répondre aux attentes en fait de ses abonnés. Et c'est vrai que de répondre aux attentes de ses abonnés et pas juste de poster ce qu'il a envie de poster, je pense que ça l'aide à développer sa communauté. Moi, de mon côté, c'est moins travaillé. Je te disais, j'ai été maman très jeune. Donc, Ouais. mes amis n'étaient pas encore maman. Et donc, c'était compliqué de partager un petit peu mes histoires de maman, mes astuces, etc. euh, quand j'ai eu ma première fille. Et donc, j'ai décidé de créer un autre compte, même Life and Wine, du coup, où j'ai partagé mes astuces, beaucoup de mes galères, parce que voilà, ça me plaisait de dire le vrai et pas de dire juste «Oh, la maternité, c'est super, c'est tout rose». C'est absolument pas Mm. vrai. Donc voilà, c'était de raconter un petit peu tout ça. Et du coup, le compte a pris pas mal et j'ai fait pas mal de testing. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai utilisé ce compte pour tester ce que je voulais faire, ce que je voulais mettre en place pour mes clients. Je l'ai d'abord testé sur mon compte personnel à moi. Donc, c'était vraiment du learning. Et à côté de ça, Tu aujourd'hui, t'étais, tu enfin, t'es, par- ouais. pardon, tu t'étais, un, deux, trois, tu testais quoi exactement?
Je testais plein de choses. Je testais l'algorithme, je testais les horaires, je testais est-ce que vaut mieux liker les commentaires à ce moment-là ou à un autre moment. Je testais potentiellement des applications. Je testais pas mal de choses, si tu veux, sur mon compte pour voir ce qui marchait le mieux. Alors, on sait que d'une communauté à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Si tu veux, moi, je suis Ouais, sur c'est ce une que j'allais dire. communauté de mamans. Quand tu es sur une communauté je sais pas, d'amateurs de voitures, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais Mm. malgré tout, ça me permettait de tester des petites choses. Et puis surtout, je suis encore contactée par pas mal de marques, des grosses marques comme des petites marques. Et du coup, ça me permet de voir leur approche vis-à-vis des influenceurs. Donc, ça me permet vraiment Mm. d'avoir une valeur ajoutée par rapport à ça. Et aujourd'hui, même si je le travaille plus, ça me permet aussi de développer l'influence avec certains influenceurs que j'aurais potentiellement du mal à contacter. Là, c'est vrai que de par mon petit compte, ou de par le compte de Julien d'ailleurs, parce qu'il m'arrive d'utiliser le compte de Julien, je vais aller plus facilement contacter des influenceurs, me rapprocher d'eux et créer quelque chose avec eux. Ok. Comment est-ce que tu t'organises quand tu fais des campagnes d'influence? Comment tu sélectionnes? Est-ce que tu as une liste Aïe, déjà présélectionnée? c'est pas notre cœur d'activité. Ah, Nous, ok. l'influence, on en fait très peu et jusqu'à il y a pas longtemps, on renvoyait vers des agences d'influence. Pourquoi? Ok. Parce que c'est un peu le même style en fait que de s'éparpiller sur tous les réseaux. Mm. Je trouve que voilà, on est très très bon dans le développement des stratégies, on est très très bon pour développer des communautés. Maintenant, l'influence, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est un temps Ouais. plein. Donc moi, en fait, Mm. c'est plutôt, je vais apporter des contacts que j'ai, tu vois, un peu gratuitement, quoi, en plus Mm. pour générer de la fidélité avec mes clients. Ouais. Mais voilà, je vais pas forcément vendre ce service. Donc, je pourrais Ok. pas répondre D'accord. forcément à ta question. Très bien. Et par rapport à la communication, donc toi, tu faisais des tests avec ton compte. Est-ce que vous utilisez quoi au quotidien comme outil, tu vois, pour créer votre contenu? Est-ce que vous faites vos photos vous-même? Comment est-ce que ça se passe? Alors, oui, on crée l'intégralité de nos contenus. On a une photographe dans nos équipes qui est incroyable d'ailleurs, Mathilde. On a une directrice artistique, on a une graphiste. Donc effectivement, tout notre contenu, on le crée nous-mêmes via les prestataires qui m'accompagnent. Maintenant, on a un outil vraiment sur lequel on se repose. Moi, je vais tout le temps chercher les nouveaux outils, voir lesquels sont les plus performants. Euh, et il y en a un que j'aime beaucoup et que je conseille énormément, qui est Agorapulse. Je sais pas si tu l'utilises, toi, Ouais. Marion. Non, on l'utilise pas. Agorapulse, pour moi, c'est un outil qui est très, très intéressant parce qu'il permet énormément de choses et je trouve qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le plus poussé, notamment sur la partie statistique. Donc, pour reprendre juste à la base, c'est un outil qui va nous permettre, en tant qu'agence, du coup, de regrouper tous les comptes de nos clients sur cette plateforme, de pouvoir programmer le contenu. Et programmer le contenu, c'est hyper important, puisque après, ça va nous permettre justement d'engager avec notre communauté. Et sur cette plateforme, on a tous les réseaux de nos clients et on peut justement répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, liker certains messages. Donc, ça nous permet justement d'engager avec notre communauté. Et puis à côté de Directement ça, via l'application. directement via l'application, ce qui est vraiment Ok. pour moi un gain de temps et un atout énorme. Donc c'est pour ça que Mm. cette plateforme, elle est géniale. Mais on va avoir aussi l'outil statistique qui est hyper important parce que pour développer et engager une communauté, ça va pas suffire de faire des posts, ça va pas suffire de répondre aux messages. Il va falloir analyser les datas. Et donc, en fait, je trouve que c'est la plateforme qui me permet de récolter le plus de data, puisqu'elle est compatible avec Meta, notamment, et avec LinkedIn, etc. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de data qui nous sont remontées, et en fait, de pouvoir dire, OK, bah, par exemple, ce post-là, ça n'a pas plu à notre communauté, donc on va arrêter de le faire. Ou alors, ce post-là, justement, c'est celui qui marche le mieux, parce que c'est le visuel qui marche le mieux, donc on va le faire plus régulièrement. Ça nous permet de voir aussi les hashtags qui engage le plus notre communauté. Ça permet de voir les horaires sur lesquels notre communauté est le plus active. Et donc, c'est vraiment un outil pour moi qui regroupe énormément de choses et qui va répondre du coup à cette attente qui est de générer une communauté, de la faire grandir et de l'engager. Ok. Et en termes de visuel,
Vous les créez sur quoi? Vous utilisez Canva? Alors, on utilise très peu Canva, même si je trouve que c'est un outil qui est génial. Moi, je Ouais. suis hyper, hyper amatrice de Canva. Moi, je suis pas graphiste et c'est vrai qu'il m'arrive souvent de faire, mes présentations, par exemple, sur Canva parce que je les trouve beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus visuelles. Maintenant, non, nos graphistes, elles sont sur Photoshop, Illustrator, voilà, elles sont sur des choses plus poussées. Mais encore une fois, je trouve que Canva, c'est génial et je le dénigre pas du tout, hein, comparé. Attends, j'ai peur des réactions des graphistes qui nous entendent. Non! Non, non, après, moi, je suis d'accord, hein, je trouve que Canva, c'est le feu quand on maîtrise pas des outils aussi poussés que Voilà, c'est Photoshop ça. ou n'importe autre réseau. Et encore, on dit ça, mais il y a aussi des graphistes ou tu as des community managers qui utilisent à 100% Oui, Canva. Et quand tu as ouais, la version payante, je trouve que tu peux faire des choses quand même qui sont très, très poussées. et Hein. bien Donc, sûr, tu peux c'est détourer, pas. quelque chose Ouais, en 2 secondes. C'est incroyable. ouais. J'ai même une fois une graphiste, c'est ce que j'ai fait, je voulais lui expliquer ce que j'avais en tête et du coup, je lui ai vite fait sur Canva parce que moi, j'utilise pas du tout, les outils, de graphiste et je lui montre, elle me dit: «Mais attends, comment en une seconde tu as réussi à détourer le truc?» Enfin, je trouve ça génial. Maintenant ça a ses limites, Oui. et voilà, je trouve ça bien pour démarrer, mais aujourd'hui, au stade où on en est, on a besoin d'avoir quand même des choses plus poussées, notamment pour tout ce qui va être création de motion design, ce genre de choses. Mmh. Et vous faites de la vidéo aussi? Ouais, on fait beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, bah, comme tu le disais, on peut pas se passer de vidéo. Ouais. Aussi bien animé que du GC avec des personnes, et cetera. La vidéo, c'est primordial, c'est ça qui engage le plus sur toutes les plateformes. Mmh. Donc oui, on a plusieurs partenaires. Comme sur la photo, on va avoir différents partenaires parce que quand, par exemple, on va parler de spiritueux, on va avoir besoin de vidéastes ou de photographes qui vont être vraiment spécialisés dans les spiritueux. Quand Ouais. on va parler, d'événementiel, quand on va parler de ce genre de choses, donc on va avoir vraiment des personnes différentes. Mais en tout cas, oui, la vidéo, c'est primordial aujourd'hui à une stratégie, social media, si tu veux avoir plus de visibilité sur tes réseaux. Et en termes de contenu, toi, à quel point est-ce que tu penses que, il faut que l'humain, le fondateur, la fondatrice, l'équipe se mettent en avant pour, justement, avoir, une croissance, intéressante, disons? Je trouve que c'est un peu un sujet, d'actualité, tu vois? Moi, Ouais, je suis il y a de d'accord plus en avec plus toi. de Alors, personnes qui prennent la parole. Donc, ouais, c'est quoi ton avis sur les choses, toi? c'est un sujet d'actualité et en même temps, c'est un sujet quand même, Marion, qui date puisque, en fait, c'est surtout, arrivé sur le devant de la scène avec, Respire, c'est ça? Respire. Oui. Ouais, ouais. Avec Les Respire qui tutos. a vraiment, voilà, qui a éclaté tout le monde avec, Ouais. son personal branding, qui s'est vraiment développé grâce à ça et combien d'entreprises, sont arrivées vers nous en nous disant, «On veut absolument, ce qu'a fait Respire». Donc c'est un sujet quand même qui est déjà sur le devant de la scène, mais effectivement les gens commencent à s'en rendre encore plus compte aujourd'hui. Hem c'est une réponse qui est un petit peu compliquée parce que je trouve que c'est pas toujours indispensable sur toutes les plateformes. Je m'explique. LinkedIn, pour moi, c'est pour te développer en tant qu'entreprise, tu vas être obligé, de demander à tous les acteurs de l'entreprise de rentrer en effervescence. Tu vas avoir besoin, que, les PDG, que la direction, que les, salariés, partagent, commandent, créent des posts et là, le personal branding va être hyper important. Raconter de la vie de la société, ça va être super important. Sur une plateforme comme Instagram et sur TikTok, c'est intéressant, mais c'est une stratégie, tu vois. Tu peux très bien développer une stratégie sans avoir besoin de montrer absolument tous les jours les fondateurs. C'est pour Mmh. moi, une stratégie à avoir. Je trouve que de montrer les équipes, c'est effectivement, primordial dans une communication parce qu'aujourd'hui les gens, ils veulent du vrai, ils veulent de l'humain et d'ailleurs on le voit, hein, sur toutes les entreprises qu'on gère actuellement, les posts qui marchent le mieux, c'est les photos d'équipe, c'est, Ouais. voilà, c'est ce qui marche vraiment le mieux parce que si tu veux sur des photos d'humains, tu as de l'affect. Tu vois? Tu vas potentiellement reconnaître la personne, tu vas t'identifier, tu vas pas voir ce post comme un post forcément d'entreprise. Du coup, tu vas avoir Ouais, plus promotionnel. envie d'interagir avec. Maintenant, voilà, encore une fois, ça reste une stratégie à mettre en place. Il y a des entreprises où on va pas forcément montrer le fondateur. Par contre, on va effectivement montrer des membres de l'équipe.
et ça va fonctionner comme ça. Ça va dépendre de la plateforme et de la strat. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné justement en communication? Celui qui t'a été le plus bénéfique, disons. Don't feed the troll. C'est une phrase que m'a dit mon mari et que j'aime beaucoup. Donc, ça veut dire ne suis pas les trolls. Je sais pas si tu la connais d'ailleurs, cette expression. Je l'avais pas comme ça en tête, mais je suis en train de lire un livre en ce moment qui est Show Your Work de Austin Kleon. Et il y a un passage où il en parle justement. Ah, c'est marrant. Ça, effectivement, c'est un très, très bon conseil. Parce qu'en fait, ça sert à rien en tant que marque de répondre aux trolls et d'après, tu vas avoir une surenchère en fait qui va forcément arriver et qui va te mettre dans une position délicate vis-à-vis de ton client. Des trolls sur Internet, il y en a partout. Il y en a, ils passent leur journée à s'amuser, à faire des commentaires haineux ou des commentaires désagréables. C'est comme ça. Dans le meilleur des cas, tu vas avoir ta communauté qui justement va être très engagée et qui va répondre d'elle-même aux trolls. Donc, génial. Tu n'auras rien à faire. Et dans le moins bon des cas, il va s'essouffler. Et comme ça, tu vois, tu n'auras pas eu de bad buzz. Pourquoi c'est un conseil aussi qui m'a été utile? Parce qu'en fait, ça me permet de pas être en angoisse quand tu vois on a un bad buzz. Ça me permet de pas être en angoisse. Je sais que de toute façon, ça va redescendre. Donc, ça sert à rien de rentrer dans une surenchère parce que lui, il va adorer ça, tu vois. Plus tu vas surenchérir. Après, il y a des entreprises comme Burger King qui ont basé leur stratégie sur le fait justement de répondre à ces trolls. Et eux, c'est génial. Ils le font avec Oh, c'est très drôle. Moi, j'adore. Ouais. C'est quel bonheur de lire ça, c'est génial. Mais eux, c'est leur stratégie, tu vois. Je pense qu'une marque lambda, voilà, pas besoin de répondre à ce genre de commentaires et ça m'a pas mal aidé effectivement de me déstresser. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas d'être moins angoissée face à des messages un peu haineux ou désagréables. Ouais, forcément, ça aide. Et tu parles de bad buzz. Tu peux nous en raconter un? Sincèrement, ça va pas être facile parce que j'en ai eu, mais je m'en rappelle pas forcément. On n'a pas eu énormément de bad buzz. L'avantage, c'est qu'en fait, nous, on a des clients qui sont avec nous depuis très longtemps. Certains sont avec nous depuis plus de 5 ans, tu vois, c'est génial. Surtout pour une agence de com, c'est très rare. On sait que le turnover, il est très important. Nous, on a des clients qui sont vraiment chez nous depuis longtemps. Donc, on a dû avoir, on a eu, c'est même sûr, parce que je me vois être quand même en angoisse. Et je ne saurais pas t'en citer un là, forcément. Je ne saurais pas t'en citer un là. Désolée, Marion, je sais pas. Pas de problème. C'est pas grave, Andrea. Il y a un autre sujet que je voulais traiter avec toi. Enfin, en tout cas, je voulais avoir ton avis sur la chose. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc. Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis complètement passionnée. Je trouve ça incroyable. Moi, je trouve que c'est une révolution du net, quoi. Un peu comme quand Internet est sorti. Moi, je trouve ça révolutionnaire. Je trouve ça vraiment dingue. Et je suis très contente de pouvoir vivre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et tu l'utilises au quotidien? Écoute, je l'utilise pas au quotidien, même si je trouve ça génial, je l'utilise pas au quotidien parce qu'on sait que la version actuelle n'est pas la dernière version et donc ne se repose pas sur les informations de 2023. Donc c'est vrai que sachant que nous, on est dans la communication digitale, on a besoin de toutes les données qui sont au jour le jour. Tu connais par cœur, les algorithmes, ils changent tout le temps, les informations, elles se mettent à jour tout le temps. Donc c'est vrai que ça serait dur pour moi de me reposer sur cette plateforme. Maintenant, je trouve que c'est un appui pour nous. C'est-à-dire que, je l'ai utilisé récemment pour mes vacances avec ma famille. C'était très sympa. Oh Tu lui as demandé quoi? Non, je lui ai demandé de me trouver des vacances kid-friendly, sympas, avec tel tarif. Et franchement, il a été hyper performant. Hein. Il m'a sorti des super infos. Mais en tout cas, en ce qui concerne notre travail, je trouve que ça va permettre de nous épauler, de nous rendre encore plus performants. Les gens, ils ont vraiment peur de ça. Ils disent oui, ça va voler notre travail, etc. Ça volera pas ton travail. Ça va te permettre de si demain tu as un trou, tu sais pas quoi dire, et tu vas potentiellement aller chercher, poser des questions et pouvoir proposer quelque chose à ton client que tu n'arrivais pas à sortir. Ça va te permettre d'être plus rapide. Donc,
Donc aujourd'hui, je m'en sers pas au quotidien. Il m'arrive de m'en servir pour compléter des informations que j'aimerais apporter, mais j'ai hâte sincèrement que la dernière version arrive. Et là, je pense que ça sera révolutionnaire et, Ouais, euh, vraiment. et que ça va être un grand appui pour nous dans notre travail. Ouais, vraiment, je suis très alignée avec ce que tu dis, je suis très d'accord. Et c'est marrant parce que j'ai enregistré un podcast très récemment, donc je ne sais pas dans quel ordre ça sortira, mais avec Théo Leblanc, qui est un petit prodige de LinkedIn, et il a 16 ans, et le mec, il Énorme. connaît énormément de choses sur l'intelligence artificielle, il en fait un business, il est en train de créer une communauté autour de ça. Et, ouais, je pense qu'on connaît genre une poussière par rapport à tout ce qu'il y a, quoi. Ouais, bien sûr. C'est Ouais, c'est monstrueux. révolutionnaire. Ouais, c'est dingue. C'est génial. Ok. Bah écoute, ouais, est-ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite développer sa communication sur les réseaux sociaux, tu lui dirais quoi? Bah, écoute, j'aurais pas mal de conseils. Mais en tout cas, si j'avais un conseil qui me vient en tête là maintenant, parce que dernièrement encore plus, c'est un conseil que j'ai apporté aux personnes que je rencontrais ou aux personnes avec qui je travaillais, qui étaient en train d'entreprendre et qui savaient pas trop comment se positionner, c'est de dire ne poste pas ce que tu as envie de poster. Ne raconte pas ce que tu as envie de raconter parce que tu trouves que ça c'est génial et qu'il faut le mettre en avant. Positionne-toi vraiment par rapport à la personne que tu as envie de toucher. Essaye de te dire qu'est-ce qu'elle va attendre comme message. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter comme information qui va faire qu'elle s'intéresse à moi plutôt qu'à un concurrent. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est hyper dense. Il y en a beaucoup, il y en a partout. Donc vraiment, c'est de se poser en amont, de se dire, OK, qu'est-ce qu'elle attend comme message vraiment la personne que j'ai envie de toucher et comment je vais répondre à ces questions, en fait. Comment je vais lui apporter une valeur ajoutée. Et pas seulement être là à vouloir vendre absolument ton produit, mais vraiment lui apporter une valeur ajoutée. Je ne sais pas si j'ai été très claire, Marion, tu me diras. Mais en tout cas, c'est le conseil que j'aurais à apporter vraiment à quelqu'un qui se lance. C'est essaye de réfléchir à ce que la personne en face de toi attend, en fait, comme information, comme message. Et en tant qu'entrepreneuse, ton conseil, ça serait d'abord de développer le produit ou d'abord de développer la communauté? Ah bah non, de développer d'abord le produit. Tu peux pas communiquer si tu n'as pas le produit. Tu communiquerais dans le vide un peu. Enfin, tu communiquerais, Ah ouais, mais tu penses? alors, je le pense parce que je l'ai vécu. Donc, c'est pas seulement que je le pense. C'est que j'ai connu Ok. des gens qui se sont lancés trop tôt, qui n'avaient pas le produit et qui commençaient à communiquer sans avoir le produit. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Et c'est drôle parce que je parlais à quelqu'un hier, je te jure, je parlais avec quelqu'un hier qui lançait une nouvelle enseigne et qui me racontait justement pourquoi ça n'avait pas marché. Et lui me racontait également qu'en fait, il avait communiqué trop tôt sur un produit qui s'est lancé plus tard, tu vois. Et donc, moi, je Hmm. pense qu'effectivement, communiquer, si tu n'as pas le produit, alors teaser, c'est une super chose, mais il faut que le teasing ne soit pas trop long, tu vois. Il faut que tu aies quelque chose à proposer. Ou alors tu as une stratégie qui est hyper intéressante, qui va être de créer une landing page avec des récupérations de mails, un Ouais. slot pour récupérer les mails, et de faire des préventes, tu vois, potentiellement. Ou en tout cas, de dire que voilà, tu vas prendre les mails et puis tu vas communiquer quand le produit ou le service sera sorti. Là, à ce moment-là, effectivement, tu vas collecter des mails, donc ça va être super intéressant, puisqu'après, tu vas pouvoir faire tout ce qui va être emailing. Et ça, c'est une vraie stratégie qui est hyper intéressante, dont on n'a pas d'ailleurs parlé pour l'instant, mais qui est hyper intéressante. Donc non, moi, je dirais, développe ton service en réfléchissant à comment tu vas rapidement développer ta communauté. Mais en tout cas, moi, je développerai d'abord le produit parce que sinon, la communauté, malheureusement, elle va s'essouffler si tu sors rien derrière, quoi. Ah ouais, c'est marrant, on n'a pas exactement le même avis sur la chose. Moi, j'entends ce que tu dis. En revanche, je pense que construire son audience sera beaucoup plus rentable sur du long terme parce que, tu vois, ça sert à rien de se focaliser pendant 6 mois, pardon, sur le développement d'un produit que au final personne ne veut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mettre en place une espèce de stratégie qui pourrait être le fake it until you make it, Oui, et tu vois, genre documenter ton aventure, te dire, bah voilà, effectivement, bon, tu choisis ta niche, ton secteur d'activité, ta thématique, et tu construis la chose avec ton audience. Je trouve que c'est beaucoup plus fort. Après, mais tu as raison. effectivement, ça implique le fait que
le fondateur ou la fondatrice se mette en avant, prenne la parole. Et donc, voilà, il y a un côté personal branding qui va être très fort et qu'il faut assumer et qu'il faut vouloir aussi, tu vois, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont plutôt des entrepreneurs dans l'ombre, qui aiment bien ne pas être sur le devant de la scène, et c'est tout à fait OK aussi. Alors, je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Et là où tu as raison, c'est qu'on connaît aussi beaucoup d'entreprises qui ont réussi comme ça, qui Mm. ont raconté leur projet. J'en suis d'ailleurs une là qui est toute petite, mais qui est en train de monter un projet que j'aime bien. Et donc voilà, elle a raconté toute son histoire, comment elle a fait l'étude de son projet, comment elle a fait les tests, etc. Et c'est génial, et elle a vraiment développé une communauté. Donc je suis d'accord avec toi, ça peut effectivement très bien fonctionner si tu te mets en avant, si tu racontes tout un storytelling. Maintenant, je pense que comme tu le dis, il faut avoir cette volonté de vraiment se mettre en avant. Et ça, c'est pas la stratégie de toutes les marques. Tu vois, ça va dépendre aussi de ton Mm. positionnement, ça va dépendre de ce que tu vends. Et c'est vrai que, voilà, moi, si c'est mon projet, j'aurais effectivement tendance à travailler d'abord mon projet tout en le teasant auprès de mes proches. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui va être intéressant de mesurer un petit peu, de faire, par exemple, via des groupes Facebook qui sont très puissants, de commencer à leur poser des questions, de faire des sondages, d'en parler, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai vu aussi des marques qui avaient lancé trop tôt leur communication et qui n'avaient pas effectivement le fait de se mettre en avant eux-mêmes, de raconter toute leur histoire, mais juste de dire, voilà, quelque chose arrive bientôt, quelque chose arrive bientôt. À la fin, t'en Mm. as un peu marre, tu vois. Ouais, Faut ouais, qu'il bien sûr. arrive ce truc, tu vois. Ouais. Et toi, là, si demain, tu perdais tout, tu devais tout recommencer de zéro, Je serais en termes de ravie. communication, ouais, OK, et tu ferais quoi? Alors déjà, je serais ravie, je rigole un peu en te disant ça parce que bien sûr, je suis hyper heureuse de ce que j'ai fondé et je trouve ça génial, et aujourd'hui, on a encore tellement de projets, mais c'est un truc de fou, quoi. Tous les jours, il se passe des nouvelles choses, mais je serais ravie parce que je trouve ça chouette de monter autre chose, tu vois? Donc je sais pas ce que je ferais exactement parce que je me suis My Andrea me prend énormément de temps, ma vie de famille me prend énormément de temps. Donc je t'avoue que mon temps est compté et j'ai pas trop le temps de rêvasser pour l'instant. Donc je sais pas, peut-être que je monterai un resto au bord de la plage à Saint-Martin. Oh, génial! Ouais. Et en termes de communication, tu t'y prendrais comment? Si tu devais communiquer, par exemple, sur ce resto? Voilà, vraiment, on se projette, hein, Franchement, je pense que je là serais hyper bonne, tu vois? ah, mais ça, je n'en doute Tu absolument pas, mais Non, mais en plus, tu sais que je te dis une bêtise parce que dans mon rêve, effectivement, je monterais un resto au bord de la mer à Saint-Martin, mais mais ça, c'est un peu rêveur, tu vois, pour être plus pragmatique, j'essayerais de monter un sas, parce que, voilà, on le sait aujourd'hui, c'est ce qui marche bien, c'est ce qui est quelque chose qui est rentable. Donc, j'essayerais, en vrai, plutôt de monter une plateforme, d'automatisation, peut-être, dans de la communication pour créer, des posts de façon automatique, ou alors la gestion des ads qui existe déjà un petit peu, hein, l'automatisation de ads. Il y a déjà des entreprises qui le font, mais en tout cas, ou alors des formations, je sais pas. Peut-être, tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien former justement des femmes notamment au fait de devenir entrepreneuse. Ça, c'est un truc qui mmh, m'animerait bien. Donc voilà, ce genre de formation, ça serait intéressant. Plus que le rêve qui arrivera peut-être, mais dans un dans 3e, un second 4e, temps. 5e temps. Là, aujourd'hui, au vu de mon âge et puis encore de mes ambitions, je serais plutôt, voilà, sur une formule de SaaS. Comment je communiquerais dessus? Si je suis sur des formations, je me positionnerai sur TikTok très clairement, et j'apporterai des tips. Je pense qu'il faut pas avoir peur de lâcher tout ce que tu connais, en fait. Les gens, ils Mmh. ont souvent peur d'apporter leurs petits secrets, mais je pense qu'il faut y aller, tu vois. Il faut dire les choses, et plus tu es sincère, plus tu vas ramener des gens à ta cause. Moi, il y a récemment, il y a quelqu'un, d'ailleurs, s'il m'écoute, il se reconnaîtra, qui voulait bosser avec moi. Et moi, je savais qu'on était plutôt chers, en fait, par rapport à ses possibilités. Donc, je disais, non, mais t'inquiète pas, on se connaît, on est amis. Tiens, je te balance tout, je t'apporte tous mes conseils. Et puis après, tu le fais toi-même. Et puis, en fait, plus je lui apportais des conseils, plus il voyait qu'effectivement, je maîtrisais vraiment mon domaine, et plus il a eu envie de travailler avec moi. Donc voilà, si demain je montais cette formation ou ce service, je me lancerais sur TikTok parce qu'il me semble que c'est ce qui est le plus viral.
la publicité est encore abordable sur cette plateforme, vu que tous les acteurs il n'y a pas encore trop d'acteurs sur la plateforme. Donc, je me lancerai là-dessus et j'apporterai des vidéos avec des valeurs ajoutées. Ok, très clair. Et ben maintenant, on en prend note. Et tu utiliserais quoi comme outil? Pourquoi vous créez les vidéos? Ouais, pour créer ton contenu. Est-ce que tu en utiliserais un? Bah oui, j'en utiliserai forcément. Après, maintenant, TikTok, il y a des choses qui sont déjà intégrées à la plateforme. Donc, je pense que j'utiliserai pas mal ce qui est déjà dans la plateforme. Et puis voilà, après, je prendrai une super personne qui me fera des super montages, ce qui me fera un gain de temps. Parce que tu vois, tu peux pas être bon partout et c'est comme ça Non, qu'est c'est vrai. monté My Andrea. C'est qu'en fait, moi, j'étais très bonne dans la communication, dans le fait de développer une stratégie, mais j'étais pas super bonne j'étais bonne, mais j'étais pas la meilleure dans les ads. J'étais bonne dans la création graphique, mais j'étais pas la meilleure. Ben voilà, dans le fait de raconter des histoires, je peux le faire. Dans le fait d'apporter des conseils, je peux le faire. Mais pour monter les contenus, je pense que je ferai appel à un monteur. À quelqu'un d'expert. Voilà, Ok. d'expert. J'ai une dernière question qui est une question habituelle que je pose à tous mes invités, qui est si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, donc le podcast Media Game, qui est-ce que tu inviterais? Il y a beaucoup, c'est une question pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens que j'inviterais. Mais il y a une personne en particulier que j'aime beaucoup et que j'aime suivre et que je trouve très, très inspirante, qui est Élise Goldfarb. Je sais pas si tu connais. J'imagine que oui. Non. Non, c'est vrai? Je vois pas qui c'est. Qui a monté à l'époque Fresh, le média féminin. Oui, si, c'est bon, je vois très bien. Ouais. Je la suis en plus. Oui, je vois très bien. C'est vrai que moi, je l'adore. Je la trouve passionnante. Elle a mon âge. Donc, je la trouve d'autant plus passionnante qu'elle a fondé vraiment quelque chose d'énorme à son jeune âge. Et puis, je trouve que c'est une nana qui n'a pas peur, tu vois. Elle peut travailler avec des Yves Saint Laurent et à côté de ça, sur son Instagram, être avec un pétard, tu vois, complètement Exact. bourré à une soirée. Ouais. Et en fait, je trouve que de s'assumer vraiment et de pas être là avec ton filtre et ta vie parfaite, moi, ça m'agace grave, les vies parfaites. Et elle est vraie, tu vois, elle parle de sa religion, qui est le judaïsme. C'est quand même pas facile de parler de cette religion. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le font. Elle parle de l'homosexualité. D'ailleurs, elle a lancé un podcast qui est un énorme carton. Je veux dire, elle traite de sujets qui sont des sujets où elle pourrait complètement se faire haïr. Et en fait, voilà, elle a osé. Et le fait de oser, ça lui a réussi. Moi, je la trouve vraiment passionnante puisqu'elle fait, je peux que la féliciter de ce qu'elle fait. C'est vraiment génial. Et aujourd'hui, elle fait de nombreuses conférences. C'est une femme aussi qui est très engagée. Moi, le milieu associatif, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et elle, pour le coup, c'est quelqu'un qui est très engagé. Donc, voilà. Je te propose. Ouais, c'est vrai, elle a fait une intervention récemment sur le crayon et une masterclass. Je me dis, mais c'est dingue à son âge, tu vois. Je me dis, c'est dingue qu'elle soit aussi pertinente, en fait. C'est dingue, quoi. Donc, non, ouais. Vraiment, je la trouve top. Voilà. Ok, et bah c'est noté. Si jamais tu la connais, tu pourras me faire une introduction et sinon, je tenterai de... Je la connais pas, figure-toi. J'aimerais bien un jour la rencontrer. Et je vais me débrouiller pour la recevoir sur mon podcast. Ok, Bon, et écoute, Andrea, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour toutes les informations que tu nous as apportées. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, on peut me retrouver sur LinkedIn via ma page personnelle Andrea Krupteluk. On peut me retrouver sur ma page entreprise qui est du coup My Andrea. Et puis pour les curieux, on peut me retrouver du coup sur ma page Mum Life and Wine, qui est mon petit compte privé où je raconte un petit peu de mon entrepreneuriat, un petit peu de ma vie de maman. Et voilà. Ok, et écoute, je mettrai tous les liens en description. Et puis voilà, je te dis à très vite. Merci Marion, c'était un très très grand plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Parce que si c'était pas avec toi que j'échangeais aujourd'hui, j'aurais dit que c'était toi que je voudrais voir sur ce podcast.
C'est gentil, merci. Non, non, je suis très heureuse. Bravo, bravo à toi pour tout ce que tu fais. Tu sais que je te suis je te suis vraiment et j'en connais beaucoup autour de moi qui te suivent, Marion. Donc bravo. Voilà. Merci, Andrea. Encore pour aujourd'hui. Salut, ciao. Salut.